Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de ESI. Aujourd'hui, un épisode sur l'évolution des jeux vidéo. Avec moi pour parler de ce sujet, j'ai Charles. Salut. Salut Charles. Alex. Bonjour. Salut Alex. Et un invité qui est Jocelyn. Salut. Salut Jocelyn. Alors tu vas peut-être nous dire un peu pourquoi tu es là. Eh ben, je suis invité parce que je lance un nouveau podcast qui va s'appeler JV, qui va traiter du jeu vidéo. Donc, du coup, ça aurait pu être un sujet qu'on aurait pu traiter sur JV aussi bien que sur SI. Et donc, je vais faire un promo en fait. Ah non, aussi pour donner un avis éclairé sur l'évolution du jeu vidéo, pardon. Voilà, aussi quand Donc, ce même. sera aussi un podcast Bad Geek sur le même format que SI. Voilà, exactement. Et la première, c'est quand ? La première, c'est la semaine prochaine. Donc, ce sera mardi 25 septembre sur Bad Geek si tout va bien. À 21h. À 21h, voilà, c'est Voilà, ça. exactement. Sinon, sur Facebook et Twitter, hein, ce sera indiqué. Très bien. Alors, du coup, j'en profite pour vous rappeler que nous sommes, enfin, vous pouvez retrouver SI sur Tumblr, si-anticipation.tumblr.com. Sur Twitter, c'est tout nouveau, c'est tout frais, mais maintenant SI a un Twitter, et __ si. Et vous pouvez habituellement nous retrouver en live sur Bad Geek, mais ce soir, on est sur Twitch TV, donc Twitch TV/SI. Et voilà, c'est la chaîne officielle Twitch. Et il y a aussi une chaîne YouTube où seront mis tous les podcasts en vidéo. Voilà, parce que vous pouvez retrouver en vidéo en plus du contenu audio. Donc ça se corrèle et ça s'additionne, mais ça n'empêche pas que la version audio reste quand même complète. Et on voit pas trop nos têtes, c'est important. Oui, on a mis que nos photos parce que bon, on a le look du radiophonique en fait. Bon. On est beau à la radio. Exactement. Donc aujourd'hui nous allons parler des jeux vidéo et comme d'habitude on va commencer par un peu la situation actuelle et faire un petit historique aussi à ce niveau là. Ensuite on enchaînera par une anticipation mais assez réaliste et on va dire dans les 15-20 années à venir maximum. Et puis on terminera par une anticipation un peu plus farfelue qui fera un peu plus jouer notre imaginaire. Je tiens tout de même à préciser, le jeu vidéo étant un sujet qui nous passionne et duquel on est capable de débattre très longtemps, on ne s'intéresse vraiment qu'à la partie technologique du jeu vidéo aujourd'hui. On ne s'intéresse à rien d'autre. C'est important, ne vous attendez pas à avoir des explications, des théories de jeux vidéo ou je ne sais quoi. Ça sera vraiment que la partie technologique. Oui, non, ça vous le retrouverez dans JV en fait. Voilà, si vous voulez, exactement, vous allez écouter. Ça c'est la transition que j'attendais. Et dans JV on parlera de ces trucs, les théories des jeux et... Peut-être légitimer le jeu vidéo en tant qu'art, etc. Genre de choses. C'est ça. Donc on va parler de trucs sérieux en fait. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, non. Si. Bah si, aujourd'hui on va en parler de façon sérieuse. Tout à fait. Mais seulement sur l'aspect technologique. Exactement. Donc on commence un peu avec l'histoire du jeu vidéo. Comme vous savez, j'aime bien sortir quelques dates parce que c'est toujours important de savoir et ça nous aide à nous représenter un peu les choses. Et la première date que j'ai trouvée, c'est 1951. Oui, 1951, j'ai bien dit. Et c'est Raphaël Baer. J'espère que je le prononce bien parce qu'il est allemand, je crois. Oui. Qui a pensé, et je dis bien pensé, à l'idée du jeu vidéo. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout créé le premier jeu vidéo en 1951. C'est juste. On lui laisse en voir. C'est juste que voilà, il a eu une idée. Il devait créer la meilleure télévision du monde. C'est très marketing tout ça. Oui. Et puis il s'est dit tiens, on va intégrer un module de jeu. Les gens vont pouvoir jouer avec leur télé. Ça va être trop bien. Et ses patrons lui ont gentiment dit que ça ne marcherait jamais, que c'était une mauvaise idée. Donc ce n'est jamais sorti. Mais c'est lui qui a eu l'idée et on lui attribue volontiers l'idée du premier jeu vidéo. C'est les prémices de l'interactivité avec un écran. Voilà, qui sort de la télé en fait, c'est vraiment ça. Parce qu'après il y a eu beaucoup d'interactions qui peuvent ressembler à du jeu vidéo mais qui n'en est pas. Style les petits jeux avec de la flotte et des petits anneaux. On pourrait faire croire que c'est une interaction avec un objet visuel, mais ça reste quand même du jeu de société et du jeu d'adresse. Voilà. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Voilà. Alors l'autre date qui est intéressante, c'est 1965. Je voulais en parler. Parce que c'est un peu... on a déjà eu des premiers jeux vidéo, mais là on commence à sentir une volonté de commercialisation en fait. C'est au travers de Ken Thompson qui a développé un jeu qui s'appelle Space Travel, qui aurait dû être commercialisé, qui a eu des aléas qui fait qu'il n'est pas sorti dans le commerce, mais l'idée était là. Il y avait une volonté de commercialisation.
Ensuite, on retrouve en 1968 de nouveau Ralph Baer pour le projet cette fois-ci un super truc pour télévision qui s'appelle la Brown Box, qui ne marcha pas. Mais le mec, c'est vraiment le poissard, quoi. Ouais, c'est un peu le poissard, mais encore une fois, il avait encore une idée. C'était finalement un prototype des consoles modernes, dans le sens où on pouvait jouer à plusieurs jeux dessus, différents. On avait une espèce de manette, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, on sentait encore une fois l'idée de la console moderne. Ensuite, nous avons en 1970 un code qui est connu sous le nom de Darwin, qui est relativement connu parce que c'était le premier code autoreproducteur. En fait, c'était un code qui vivait lui-même et qui se bataillait lui-même. C'était un peu particulier. C'était pas réellement un jeu du coup, mais enfin, il y avait un côté jeu, mais sur lequel on n'avait pas de contrôle, plus exactement. Une date importante quand même, c'est 1972. C'est Pong, c'est Atari, c'est Nolan Bushnell, je vais pas arriver à prononcer son nom, qui sort, qui crée Atari et qui sort Pong. Borne d'arcade, du coup. Borne d'arcade, tout à fait. On note aussi à la même année la première console qui s'appelle l'Odyssey. Odyssey qui ne... Ouais, voilà quoi. Et ça marche. Oui, d'ailleurs, elle est faite par la très connue société Magnavox qui a très bien survécu à... Ah non, en fait, non. Voilà, Il n'a exactement. pas survécu. Exactement, donc voilà, ça n'a pas très bien marché. Alors je vais pas repasser sur toute l'âge d'or de l'arcade, mais on sait que dans les années 70, ça a été un bel âge d'or pour l'arcade, 78 Space Invaders par exemple. Donc je vais pas revenir là-dessus, mais on connaît cette date. Une anecdote tiens, que j'ai découvert en regardant les dates, en cherchant des dates. 1979, il y a Activision qui est créé. Ce que je savais pas, c'était que c'était par un groupe de développeurs mécontents d'Atari, qui travaillaient chez Atari, ils étaient mécontents, ils ont été créés Activision. Ils ont fait leur scission derrière. Ouais, j'ai trouvé l'anecdote assez drôle et sympathique. Ça commençait déjà à être le souk dans le milieu du jeu vidéo. Exactement. Ensuite, on peut noter en 1983, pardon, qu'il y a la sortie de la Famicom par Nintendo, qui, on va dire, est la première vraie console de salon à marcher. À rentrer dans les salons, hein. C'est-à-dire qu'il y en a eu déjà des consoles de salon précédentes, mais qui n'ont pas marché comme la Famicom. Et enfin, je termine simplement cette historique par les 3 dernières consoles de la dernière génération de consoles de salon. 2005 la Xbox 360, 2006 la PS3 et fin 2006 la Wii. On y reviendra plus en détail tout à l'heure pour un peu ce qu'elles ont apporté niveau technologique. Et je note une dernière date pour finir avec l'historique. Puisque je vous dis juste qu'en 2010, on le sait tous, il y a eu Kinect et le Move qui sont sortis. Donc là encore un gros apport technologique. Alors ce petit historique pour vous montrer quoi? Bah, tout simplement que on a eu une évolution technologique assez importante dans le jeu vidéo qui en fait a suivi complètement la lignée de l'évolution technologique de l'informatique. Hein. Puisqu'on a commencé avec des gros PC où c'est que c'était que dans les écoles ou dans les labos qui pouvaient utiliser ça. Ensuite on a eu les bornes d'arcade, puis les consoles de maison, puis les consoles portables, etc. etc. Alors chose intéressante, c'est que à partir du moment de la sortie de la Famicom et toutes les générations qui ont suivi, il y a eu quand même clairement, c'était clairement un atout marketing de mettre en avant la puissance des consoles. Typiquement, on a eu la NES, oh ça faisait 8 bits, c'est cool, mais après on a la Super NES qui fait 16 bits, c'est trop bien, c'est le double et les 2 fois plus puissante. Puis on a eu, je sais pas, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu après la Super NES? On a eu la Nintendo 60, oui, la Nintendo 64, qui faisait 64 bits, la GameCube qui en faisait 128 je crois, enfin... Voilà, et ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait. Voilà, c'est une espèce de super bataille pour la puissance. Et c'était clairement mis en avant. On avait notamment eu, il me semble, à l'époque de la Super NES, la Jaguar, si je me trompe pas. Elle s'appelait comme ça, cette console, qui avait mis en avant le fait que c'était une console 64 bits, genre le truc de la mort qui tue. Mais en fait, ça marchait pas et c'était pourri, mais Oui. c'était juste un coup de pub, quoi. C'est marrant, les consoles qui ont eu des noms d'animaux en voie de disparition, elles ont fait pareil. Systématiquement. Ouais, Voilà. alors, est-ce que c'est un hasard? Bonne question.
Non, Alors- je pense à un complot, un lobby, mais on n'en parlera pas ici, parce qu'on parle que de technologie. Exactement. Alors moi personnellement, ça n'engage que moi puisque les autres autour de moi ne sont pas d'accord, mais je trouve que durant cette période, hormis la montée en puissance technologique, enfin la montée en puissance des machines, on n'a pas eu tant d'innovations technologiques que ça, significatives. Ah, on me crie pas dessus, pourtant vous n'êtes pas Non, d'accord. non, non, non. On essaie de synchroniser le bout sur le chat à côté, mais on passe pas assez rapide. Ah bah voilà. Continue ta rhétorique. Ouais, donc pour moi en fait il y a juste une montée en puissance simplement des machines plus qu'autre chose en fait. L'innovation technologique d'une console à l'autre pour moi c'était regardez on a doublé la puissance quoi. C'était ça, et comment on adapte la carte vidéo, comment on se met au goût du jour sur les chipsets. Voilà. Ouais. Oui, c'est une mise à Moi, jour je de suis la puissance. Pas entièrement d'accord, il y a quand même eu d'autres évolutions. En particulier sur les consoles portables, on voit qu'il y a eu une régression de la technologie. Ils sont revenus à des concepts tout pourris d'écran en noir et blanc parce que il y avait un problème de batterie, donc il y a eu une grosse évolution de la batterie. Il y a eu aussi des évolutions sur le support parce que c'est quand même une grosse révolution de passer de la cartouche au CD, révolution qui a flingué des consoles comme la Dreamcast. D'ailleurs, mais- en parlant de la Dreamcast N64, et elles avaient aussi la connexion Internet, la Dreamcast. Enfin, il n'y a pas eu que la technologie brute, quoi. Et La moi, puissance ouais. brute, pardon. C'est vrai, Moi, c'est j'étais- vrai, il y a l'internet. C'est vrai que ça c'est quand même il y a l'internet, oui. ça c'est quand même quelque chose d'assez important, c'est vrai. Et moi, j'étais pas d'accord sur l'aspect, on vient de dire le support de la console et la batterie, tout ça, c'est pour moi, c'est des arguments techniques, quoi. C'est pas ça qui apporte quelque chose d'innovant dans la bataille technologique. Bah, en Pour fait, moi, à cause de cet argument technique, on est passé de consoles à écran couleur rétroéclairé. Au début des années, je crois que c'est 90, on est revenu à des écrans noir et blanc tout pourris. Donc ça a quand même été un élément pour l'innovation technologique assez important, quoi. je sais pas de quoi de quel En exemple fait, en je parle de la Game Game Gear. Gear de Sega et de la Lynx de je sais pas quelle boîte en fait. qui ont Ouais. tenté le rétro-éclairé bien Qui avant ont l'heure. commencé quoi. tout de suite le rétroéclairé, écran couleur et tout, et qui cramait la batterie et donc qui est mort. Parce que pas assez bonne batterie et les joueurs en voulaient pas et du coup ça pouvait pas servir de portable. Alors, on va se a mettre dû d'abord d'accord. faire la batterie. Pour moi, enfin, ces évolutions technologiques sont certes peut-être importantes, mais pas aussi importantes que celles qu'on a eues ces dernières années. Et je pense notamment à la Wii, avec sa Wiimote et sa détection de mouvement, bien sûr avec la suite avec Kinect et le Move, hein, qui ont comment dire, repris le principe et amélioré éventuellement l'idée, quoi. Et puis je pense aussi quand même à la DS avec l'écran tactile, qui était quelque chose qui a changé un peu notre manière de jouer. La 3DS avec la 3D, on aime ou on n'aime pas, mais ça marche et ça existe. Ouais. Voilà. Et ces technologies-là, pour moi, sont beaucoup plus importantes finalement que le fait d'avoir amélioré les batteries ou avoir mis du rétroéclairage sur un écran. Même si... Oui, je suis d'accord. c'est sûr. Mais elles sont pas non plus propres à cette génération de consoles. On avait déjà quelques expérimentations avant qui ont été plus ou moins couronnées de succès, comme le Super Scope, les autres flingues sur console, ou alors le Virtual Boy Advance, qui était ou non, c'est Virtual Boy tout court. Enfin, j'en sais rien. de Nintendo. Oui. C'est ça. Le casque de réalité virtuelle qui marchait pas du tout. Non. La différence, c'est que là, on s'y intéresse vraiment. Ça commence vraiment Ah. à marcher, quoi. C'est C'était vrai. un peu l'argument que je voulais avancer, moi. Le problème, c'est que cette génération-là met très bien en avant la technologie dans le jeu vidéo. Mais pour prendre un éditeur particulier, Nintendo a fait vraiment beaucoup d'efforts sur toutes ces générations de consoles pour apporter quelque chose aux jeux vidéo. On peut le voir avec le Virtual Boy, on peut le voir aussi avec la manette de 64 qui avait 2 prises en main. On pouvait le voir Oui. aussi avec la GBA qui pouvait se connecter à la À la GameCube. GameCube et qui avait été le prémisse de ce qu'on va faire dans la prochaine génération, qui est de jouer avec avec 2 écrans, quoi. Tout à fait. Alors, je suis d'accord avec toi, mais les innovations de faire un joystick ou faire une meilleure prise en main, c'est pas de la technologie pure, quoi. Puis c'est pas un gap énorme. Est-ce que c'est juste du thermomoulage et compagnie? Et ça, c'est une technologie qui existait depuis belle lurette, quoi. Au moment de la NES, on pouvait faire du thermomoulé, bien qui enrobe la main. C'est juste l'évolution de l'ergonomie, du design et Surtout compagnie. le coût. Ça Voilà. coûtait moins cher à faire, donc ils l'ont fait.
Très bien. Alors, je voulais juste préciser un mot sur le marché du jeu vidéo. Parce que mine de rien, on parle beaucoup du jeu vidéo dans les médias un peu partout. Juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ne s'y intéresseraient pas plus que ça. Typiquement, le jeu vidéo actuellement et depuis 2002, donc en gros depuis 10 ans, il fait plus de bénéfices que le cinéma. C'est quand même pas rien. Et puis un autre exemple encore par rapport au cinéma, Avatar sur sa première semaine d'exploitation a fait 200 millions de dollars de rentrée de sous. Call of Duty Modern Warfare 2 en a fait 550 millions. Voilà, juste presque 3 fois plus quoi. Donc c'est un réel marché. C'est la même unité, hein. Je crois que tu as dit milliards le premier et millions l'autre, c'est des millions tous les deux. Hein. Ah pardon, millions tous les deux, tout à fait. Et c'est juste énorme et ça prouve que du coup les avancées technologiques et que le jeu vidéo essaye d'être aussi à la pointe de la technologie, ne serait-ce que déjà pour avoir un truc en plus par rapport au PC, mais surtout parce que y a tellement de marché que celui qui sortira le bon truc, qui attire les gens, c'est le jackpot quoi. Typiquement la Wii ces dernières années, ils se sont fait plaisir Nintendo. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors on passe maintenant à notre deuxième partie, où on va faire de l'anticipation cette fois-ci. Et on va essayer de voir un peu vers quoi va évoluer le monde du jeu vidéo. Moi la première chose auquel je pense, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais c'est simplement déjà la perfection des technologies qu'on a actuellement, typiquement Kinect. Aujourd'hui ça marche, mais c'est pas correct. précis, c'est pas fantastique, c'est pas ultra réactif. Je pense que d'ici 10-15 ans on aura un truc ultra précis. Normalement si tout va bien, et si on continue à faire travailler dessus évidemment, on aura un truc qui sera ultra précis et qui on aura une détection de mouvement qui sera absolument délirante quoi. Détection de mouvement et même détection vocale, puisqu'il faut savoir que Kinect depuis je sais plus quel patch en France, on a la reconnaissance vocale. En français. Ouais, en Voilà. français, parce qu'on l'a eu bien après les Américains, qui permet genre de dire à la Xbox de lancer le film, de lancer je sais pas quoi, de faire une recherche sur internet ou quoi. Oui, c'est juste du gadget. C'est du gadget pour le moment, on pourrait très bien imaginer ça un jour que ça soit intégré dans le jeu en lui-même. Ils ont essayé de faire un jeu avec Kinect, hein, justement. Où Alors- c'était un jeu de stratégie et qui se servait de la voix, justement, pour contrôler les unités. Parce que le jeu de stratégie à la manette, c'est pas parfait. C'est vrai. C'est quelque chose qui pourrait être sympa et je pense que il y a un énorme travail en ce moment sur la technologie de la reconnaissance vocale. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui va s'améliorer d'année en année et qui d'ici quelques années nous offrira un résultat absolument intéressant et qui marchera bien quoi. Parce qu'aujourd'hui il faut faire attention à ce qu'on dit, faire attention à la prononciation, à l'accent, etc. Mais je pense que ça va s'améliorer. Ouais, tout à fait. Alors, Sinon, il y a le contrôle avec les yeux aussi. tout à fait. Dis-nous en plus. Le tracking du regard. Le eye C'est juste pouvoir contrôler l'angle de la caméra dans le cadre d'un FPS avec les yeux et non plus à la manette. Oui, tout à fait. Alors, c'est une technologie qui est développée actuellement, mais qui n'est pas forcément utilisée dans le jeu vidéo à la base, qui est utilisée notamment dans d'autres domaines tels que la réalité augmentée, par exemple, ou pour piloter des ordinateurs à l'œil. C'est quelque chose qui existe, qui marche, qui n'est pas démocratisé du tout. Hein. Clairement, c'est une technologie qui est encore réservée soit aux industriels, soit au médical, en gros. Ça se limite à ça. Mais qui a de l'avenir. Et clairement, c'est vrai que piloter son jeu à l'œil, niveau réactivité et rapidité, ça peut être un truc de fou une fois maîtrisé quoi. Par contre, ça peut permettre de loucher aussi. Après 3 heures de jeu, tu vois plus clair quoi. Ouais. Bon. Faut voir l'aspect technique de cette technologie, voir si elle peut être compatible avec le jeu vidéo, mais c'est vrai que ça peut être un avenir prometteur dans le cadre du jeu vidéo. Oui, tout à fait. Et je continuerai par un dernier point sur le sans manette, sur le jeu sans manette, c'est simplement, ok, plus de manette, mais pourquoi pas plus de contrôle de mouvement et plus de reconnaissance vocale et tout directement par onde cérébrale. Genre. Ouais, ça serait parfait, je pense. C'est pas ça serait, c'est déjà en cours de développement en fait. Ouais. J'ai vu des prototypes. Alors pour l'instant ils jouent à Pong. Oui. Pour revenir à la source, hein, mais ils peuvent détecter des mouvements entre guillemets dans ton cerveau.
Alors, Alors- pour le moment, en fait, c'est le fait que ton cerveau chauffe plus ou moins, ou alors qu'il y ait un peu d'échange. On a un jeu de société qui tiré à la licence Star Wars où tu as simplement à faire pivoter une balle en indiquant plus ou moins comment tu veux envoyer de l'air pour la faire virevolter en réfléchissant plus ou moins. Voilà. Donc Ouais. on est au début, on commence à comprendre, mais Alors- ça va être long. Je pense que ça va être plus long que le reste. Il y a un Voilà, à projet qui n'est comprendre nous-mêmes. pas forcément dans le jeu vidéo, mais qui marche beaucoup mieux que ça. Très récemment, des chercheurs ont mis au point à l'aide d'un petit hélicoptère quadrimoteur. Je sais pas si vous voyez, c'est un hélicoptère avec 4 hélices en fait. Les drones, là. Ouais, des espèces de petits drones. Ils ont mis en point un système qui fonctionne sur les ondes cérébrales qui permet de le piloter. Et ça marche. Ah ouais. Et ça marche Gauche, bien. droite, haut, bas et tout ça, avancer, reculer, et ça marche bien. Et j'ai vu cette vidéo, alors j'espère... Est-ce que c'est du fake? Est-ce que ça marche que sur une personne en particulier ou quoi? Ça, je serais pas capable de vous dire, mais en tout cas, la vidéo était impressionnante. Non, je vais poser la question à des chercheurs qui mettaient ça. C'est vrai qu'il y a une calibration. Enfin, il y a une phase où tu dois calibrer le machin pour les trucs un peu compliqués. Ouais. Mhm. Ouais. Ça paraît logique d'une certaine manière. On n'a pas tous, à mon avis, les mêmes ondes cérébrales. Exactement. Oui, pareil. puis enfin, c'est surtout on réfléchit peut-être pas de la même façon. Genre quand tu les tournes à droite, c'est peut-être pas forcément la même partie de ton cerveau qui va faire chauffer, Ouais. Je pense que ça, la même intensité. le fonctionnement Bah, se oui. rapproche un peu d'un détecteur de mensonges qui touche à l'humain, donc forcément touche à une infinité de possibilités qui finalement il faut trouver la bonne. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, autre point qui évolue de plus en plus actuellement sur nos consoles, vu que nos consoles évoluent et montent en puissance et atteignent des puissances absolument faramineuses. Enfin, si on compare une NES avec une PS3, voilà, hein, le rendu graphique a grandement évolué, on va dire. Et clairement, on sent que les moteurs actuels, les moteurs de jeu, se tournent vers un rendu au maximum, autant que possible, photoréaliste. Donc Oui, c'est pas encore c'est la l'objectif. réalité, mais c'est l'objectif final, on va dire. Voilà. Et alors on peut citer des moteurs type l'Unreal Engine, le Source Engine, qui sont des moteurs très connus, et qui arrivent aujourd'hui à un niveau de détail, à un niveau de rendu quand même assez bluffant. Voilà. Bah, il suffit de voir les derniers jeux, quoi. Oui, oui, ou ceux qui vont arriver. Ou ceux qui vont arriver, oui. Typiquement, on a une vidéo de Final Fantasy, je sais pas lequel là. Réaliste, là, je sais pas quoi. Ouais, Voilà. qui était juste Là, c'était- ultra énorme quoi. Mais c'est peut-être prochaine génération de consoles et ça tourne sur le dernier PC, le truc que personne n'a chez lui tellement il faut de puissance. Mais bon, Ouais. ça existe, À voir. tout à fait, à voir. Enfin, Bah, sur cette technologie, il n'y a pas. Enfin, après, c'est comme je disais, c'est le niveau maximal. Enfin, c'est l'objectif des constructeurs. Maintenant, est-ce que ça pourrait être couplé à quelque chose d'interactif avec l'environnement? Ça serait plus intéressant à mon avis. oui. Mm. On- Vous voyez, enfin voilà. Oui, tout à fait. Avec un moteur physique, typiquement, ce qu'ils avaient essayé de faire sur des Red Faction, par exemple, où tu pouvais détruire Red Faction, le décor en exactement. temps réel et arriver à un niveau de détail aussi réaliste à ce niveau-là. Tout à fait. Ouais. C'est une autre piste. Bon, Ça à voir. pourrait être quelque chose d'intéressant, ouais, à voir. Dernière chose qui, à mon avis, arrivera aussi en termes de jeux vidéo, c'est l'immersion. C'est quelque chose qui est important de nos jours, d'arriver à se croire dans le jeu, quoi. On a une immersion, bien évidemment, au niveau de l'histoire, du scénario et tout ça, mais on a aussi une immersion au niveau visuel, au niveau gameplay. Donc les gameplays, on commence à l'avoir avec les gestes. C'est vrai qu'on est plus intégré dans le jeu vidéo quand on bouge que quand on fait mumuse avec une manette. Mm. Et on pourrait l'avoir aussi visuellement avec des technologies telles que le casque de réalité virtuelle. On en a parlé, le Virtual Boy qui était un échec cuisant, mais aujourd'hui on a des casques de réalité virtuelle qui fonctionnent, Voilà, qui ne font coûte plus peu 100 cher. et qui ne font plus 150 kg. Ouais. Et qui marchent très bien avec du coup vous imaginez quoi, vous avez l'écran devant vos yeux quoi, des fois c'est même projeté directement dans les yeux. Là c'est clairement voilà quoi, on voit quasiment sur tout le champ visuel, en plus on voit en 3D, le résultat est assez bluffant. C'est des technologies qui sont énormément en travail actuellement. On pourrait aussi parler éventuellement de nos futures consoles, de notre future génération. Donc on va mettre de la Wii U de côté qui est, même si sa tablette est intéressante et a plein d'idées de gameplay, Il n'y a aucune évolution technique.
Ouais, il n'y a pas Ouais. une grosse évolution technologique, enfin il n'y a rien en fait. Par contre, on ne sait pas ce que va nous donner la PS4 et la Xbox 720, appelons-les comme ça. Est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va donner? On verra bien. Mm. Quelle évolution, quelle puissance? Voilà. Est-ce que déjà une console, voilà. Voilà, Oui. Oui. et quel est l'avenir des consoles en fait? On peut se poser la question parce que là, pour l'instant, on a quand même senti des freins cette année. On attendait tous des révélations sur la PS4 qu'on sait être en développement, comme la Xbox 720, hein, si je m'appelle comme ça. Ouais, on verra Du côté de leurs constructeurs respectifs, on savait qu'il y a des trucs, on savait que ça se prépare, on était persuadé qu'il y aurait quelque chose cette année. Puis là, on les sent tous très frileux. Ouais. Et il n'y a pas d'annonce, pas de sortie. Tout le monde s'attendait à la nouvelle génération de consoles dans cette année ou la suivante. Bon, ben la Wii U, vous m'excuserez les fans de la Wii U, mais pour moi, ça pourrait être au-delà des qualités de la console, c'est plutôt une remise à niveau de la Wii à la génération actuelle plus que l'introduction de la nouvelle génération. Donc là, pour l'instant, on reste un peu sur notre fin sur la nouvelle génération. Est-ce qu'il y en aura une? On peut se poser la question avec le cloud gaming, par exemple, et la dématérialisation. Il se peut très bien que nos consoles actuelles suffisent pour encore un petit moment. Oui, et finalement, c'est juste une plateforme qui permettra d'évoluer. Et finalement, tu vas upgrader ta PS3 plus qu'en acheter une nouvelle. Mais pour Ouais. 600 $, sans souci. De toute façon, la PS3, pour l'instant, je suis pas certain que les développeurs aient encore exploité à 100% ses capacités. De la même façon pour la Xbox, hein. Oh, Je si, pense quand qu'il y a même. encore un peu sous le pied. Je pense qu'on a commencé à atteindre les limites quand même. Hein. J'ai souvenir de la Xbox, PlayStation oui. où ils pouvaient toujours trouver derrière. T'as tout le temps Ouais, on des- a taillé les limites. Non, on fait mieux. tout le temps La un Xbox, moyen oui, mais pas la d'optimiser, PS3. Mais, Oui, voilà. bon. Je sais pas forcément l'utilisation qui les étouffe, mais Par contre, je suis pas convaincu pour le cloud gaming. À mon avis, c'est pas assez mature et les consoles arriveront. La nouvelle génération arrivera. Ça sera peut-être après, par contre. pas encore. Mais on Ouais, verra mais bien. en tout cas, on arrive, je pense, vers une disparition des consoles. Ça me paraît. Ouais. Alors ensuite, un dernier point sur l'immersion. J'ai vu une vidéo, donc je saurais pas vous dire de qui, mais j'avais beaucoup aimé. Ils ont mis au point un système qui est en fait une cave. Alors une cave, pour ceux qui savent pas, c'est une salle de réalité virtuelle normalement, où on a plusieurs écrans sur tous les côtés d'un cube en fait. Donc techniquement on a 8 écrans, mais on peut en avoir un peu moins, ça dépend des salles. Et l'idée c'est qu'on projette les images sur tous les côtés, ce qui fait qu'on a un écran finalement à 360 degrés tout autour de nous et on se dit ah ouais c'est cool, on voit de l'écran partout quoi, c'est ça l'intérêt. Ouais. Et ils ont couplé ça avec un Kinect et avec un tapis roulant. Et l'idée c'est que le Kinect détecte les mouvements pour faire des actions dans le jeu et le tapis roulant nous permet de nous déplacer, de nous avancer, d'aller à gauche, d'aller à droite, etc. Et ça crée finalement une immersion presque totale. On casse les murs en fait, on casse les murs physiques pour mettre le joueur au milieu Exactement. de ce qu'il pense être un univers complet. Exactement. Alors c'est quelque chose qu'on aura difficilement dans nos salons, hein, faut pas exagérer, parce que ça prend un petit peu de place. Mais sur l'idée, c'est quand même très intéressant. Imaginons vous allez à la Paris Game Week, ils vous mettent un spot comme ça pour tester le nouveau Uncharted 57, et voilà, et c'est juste du bonheur quoi. Moi, je le vois bien dans un parc d'attractions. Aussi, Ouais, tout à fait. Ça reste de la grosse machinerie. Oui, ça sera pour de l'événementiel, des choses comme ça, mais ça pourrait être super sympa à tester quand même quoi. Ouais. Un dernier petit point quand même sur quelque chose on va parler très rapidement parce que c'est vraiment en mode développement et travaux de recherche. Il y a des chercheurs qui travaillent actuellement sur le contrôle biologique de cellules via différentes techniques, style des champs électromagnétiques, des choses comme ça. Et il y en a qui ont fait un jeu vidéo, si on peut l'appeler ainsi, où le principe c'est de contrôler des cellules, je ne saurais pas vous dire quel type de cellules, je suis pas spécialisé là-dedans, mais de contrôler des petites cellules qu'on doit amener à droite ou à gauche de l'écran, un truc comme ça, à l'aide d'un joystick. Donc finalement du jeu vidéo biologique. Bon, je sais pas quelles applications on pourrait en faire, mais ça pourrait être drôle. Effectivement. Alors on enchaîne, s'il nous reste plus longtemps que ça, tant que ça, on enchaîne avec la dernière partie. On va essayer de faire travailler un peu plus notre imaginaire et voir si on poussait un peu plus loin les concepts, qu'est-ce que ça pourrait nous donner. La première chose, on a parlé du contrôle par onde cérébrale. On pourrait très bien imaginer avoir dans 50 ans, je sais pas quand, avoir une console greffée directement dans le cerveau
à la manière qu'on aurait un smartphone ou je sais pas quoi, hein, on aurait une console et puis on jouerait directement avec l'image qui nous est envoyée directement dans le cerveau, c'est même pas les yeux qui captent quoi. On contrôle avec le cerveau directement, enfin. Et on pourrait même ressentir les sensations, puisqu'il suffirait que la puce nous envoie des décharges, je sais pas trop où, pour Oui, elle peut, des hein. trucs. Et puis même, pas des décharges forcément, mais s'il y a une connexion directe au cerveau, c'est là où il y a l'émulation de la douleur, de la sensation, et on est totalement connecté, quoi. Tout à fait. Et on se retrouve à, ouais, c'est ça, être totalement connecté et à être... finalement, c'est un peu nous, le jeu vidéo, quoi. Parce qu'on est... il est dans notre tête, quoi. Ouais. Bon, ça serait peut-être un peu bizarre, mais ça serait possible. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire travailler d'autres sens que la vue et l'ouïe finalement. Ouais, alors personnellement, la plupart des jeux vidéo se passant dans les égouts, hein, les premiers niveaux, j'ai pas forcément envie de jouer en odorama. C'est sûr, ça pourrait être gênant. Je sais pas, on commence toujours un truc pourri, genre un égout, une décharge là. Ouais, mais voilà, Moi, ça me dit moyen, quoi. tu joues à Flower Power et puis voilà, tu sens les fleurs, c'est cool. Ou tu joues à Cooking Ouais. Mama et tu sens les plats que tu prépares. Voilà. Mais Ah, ouais, t'inquiète sérieusement, pas, vu mes skills en les cuisine, je préfère développeurs, pas. Les développeurs, ils vont être assez imaginatifs pour te donner un masque à gaz au début. Tu te prends une latte dans la tête, tu te prends une vraie latte, ah, Voilà, oui. C'est ça, ouais. Autre, forcément. Tu prends des coups et tu... ça aurait vachement moins envie de jouer d'un coup. Ah, C'est ça. Enfin, j'imagine que si on a le contrôle sur les sensations, on pourrait atténuer ces sensations, quoi. Oui, bah bien sûr, Éviter un Oui, niveau sûr. critique où tu meurs en même temps que ton personnage. évidemment. Ça serait ridicule. Mm. Ou alors ça serait un mode une vie, quoi. Ouais, ça, jeu... Tu sais, le mode hardcore de Diablo 3. Ouais, bon, bah, tant qu'à faire, tu t'engages dans l'armée, tu prends un flingue et tu débarques en Afghanistan. Hein. Ouais, au final, c'est un Foutu peu... pour foutu. Bah, finalement, c'est ce que recherchent actuellement les Américains avec leur recrutement, de toute façon. Et American Army, Voilà. Oui, ils cherchent ça. Mais bon, ils cherchent pas non plus à faire mal aux jeunes recrues, il faut les convaincre de signer les cons. ouais. Mais c'est vrai qu'on utilise maintenant le jeu vidéo à d'autres tâches que ce qu'on utilisait pour jouer, c'est-à-dire qu'on l'utilise... typiquement, on s'est rendu compte que certains travaux répétitifs le sont moins quand on le fait en tant que joueur. Typiquement, le mec qui va farmer sur WoW, ça Oui. lui dérange pas de le faire. Par contre, le mec qui fait, qui signe, je sais pas, 150 contrats par jour, tout le temps la même chose, ça le fait chier. Bah, si on fait, si on le rend sous forme de jeu, Ludique. ludique, voilà exactement, et bah ça fait tout de suite Exactement. moins chier. En fait, c'est le sujet d'un livre qui s'appelle Total Engagement et qui présente, c'est fait par des chercheurs et des industriels, qui présente comment on pourrait servir des méthodes du jeu vidéo pour les appliquer au monde du travail. Du coup, ce serait pas tellement une évolution du jeu vidéo en lui-même, mais plutôt une évolution du jeu vidéo sur le monde. Et cette évolution est rendue possible grâce aux nouvelles technologies, parce que maintenant on a des capteurs de partout, donc tout est quantifié, on a accès à toutes les informations possibles et inimaginables, et tout peut se faire à distance. Du coup, de la même façon que vous pouvez aujourd'hui vous connecter sur WoW pour aller farmer du blé, vous pouvez vous connecter à votre entreprise pour aller avec votre team d'avatar là abattre le boss qui serait je sais pas une tâche de production qu'on pourrait faire à distance, quoi. Par exemple, il y a un bouquin par exemple, c'est un call center, puisque après tout les appels téléphoniques se font par téléphone, et on pourrait réutiliser les méthodes du jeu vidéo en vrai. J'avais vu un truc pareil, Google qui cherchait à créer un jeu qui te permettrait de trier les images finalement, mais d'un moyen ludique, et qui le recyclerait dans leur Google Images, base, là, oui. Ouais, dans leur base de données. ouais, Eh tout oui. à fait. Dernier point qu'on voulait aborder rapidement, on a parlé, on va faire du teasing du coup, on a parlé de rendre le jeu réaliste, photoréaliste et tout ça, et on pourrait imaginer arriver au résultat optimal, que le jeu soit la copie presque conforme ou conforme, on va dire, de la réalité, et de se retrouver avec un Second Life si on peut dire, mais un vrai cette fois-ci qui marche bien. Un third life. Voilà exactement. La promesse du Second Life. Ouais, c'est ça. Typiquement, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder Caprica, qui est une série qui est un prémisse à Battlestar Galactica, et il y a le V-Word dedans, Les deux, oui. qui est un monde virtuel, c'est un double du monde réel, quoi, hein, ni plus ni moins. Et il s'y passe beaucoup de choses. Et oui, Alors, je on reviens- approche pas mal. Ouais, tout à fait. Alors, on a une référence qu'on n'a pas citée vis-à-vis de l'armée et du jeu
ou du jeu biologique, je vous conseille de regarder Ultimate Game. Pas le film est nul, mais le concept est intéressant. Où l'idée c'est que Regardez le teaser quoi. un joueur, ouais, regardez le teaser, il y a besoin que de ça. Un joueur contrôle un humain dans une prison et c'est un FPS, mais avec un vrai humain et avec des vrais gens et avec des vrais morts. Voilà. Où on pourrait pousser le concept du jeu vidéo au plus loin. Et ben ouais, mais ça va sûrement arriver ça d'ailleurs. Hein, Le film qui fait peur tous les parents d'élèves. C'est ça. qui rajoute de la polémique aux jeux vidéo. Exactement. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a déjà atteint nos 35 minutes habituelles. Et donc on se donne rendez-vous le 23 octobre à 21h pour l'épisode 4. Le thème sera dévoilé par Twitter et par Tumblr un peu plus tard. Ouais, d'ici quelques semaines. Et voilà, d'ici quelques semaines. Et puis on vous remercie d'avoir écouté cette émission. Et à très Et bientôt. la semaine prochaine j'y vais pour moi. Ah, la semaine bientôt. prochaine, n'oubliez pas le podcast, j'y vais tout à fait. Et oui, je serai avec Aurélien d'ailleurs. Oui, Tu vas, tout à fait. tu vas où? 25 septembre à 21h Sur Bad Geek. sur Bad Geek. Voilà. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Ciao à tous. Au revoir. Ciao.